à cause de leur style de vie numérique, s'attendent à ce que l'éducation soit un environnement actif, participatif et engageant. C'était la citation de George Siemens. L'école doit continuer à transmettre les savoirs des générations précédentes tout en aidant les élèves à développer les habiletés qui leur permettront d'être des individus instruits et cultivés, des citoyens engagés, des travailleurs compétents. Or, et comme nous l'avons expliqué lors de la semaine 1, le citoyen du XXIe siècle est confronté à des enjeux de plus en plus complexes, où l'intégration des connaissances et la capacité de les transférer dans des contextes changeants deviennent incontournables. Les attentes actuelles de la société envers l'école se font plus grandes. Si elle doit toujours viser la réussite du plus grand nombre selon des barèmes scolaires, elle doit aussi préparer l'ensemble des jeunes à réussir leur vie et à contribuer à l'essor de la société. Si la semaine 1 a traité les compétences du XXIe siècle, la semaine 2 se focalisera sur la classe de demain, gérée par des éducateurs avertis et adoptant des démarches adéquates. Bienvenue à la séquence 1, comprendre l'environnement de la classe du XXIe siècle. En ce XXIe siècle, qu'est-ce qui a changé dans les salles de classe? L'enseignement frontal occupe-t-il toujours une aussi grande place? Le matériel didactique continue-t-il à être omniprésent dans les apprentissages des élèves? Étant davantage conscient qu'il est très difficile de favoriser un travail en équipe qui tienne compte de la complémentarité des compétences quand on isole les élèves les uns des autres. Quel type d'environnement est le plus favorable aux élèves dans le paradigme de l'apprentissage? La classe telle qu'aménagée présentement? Sinon, quel serait l'aménagement de la classe idéale pour le XXIe siècle? C'est vraisemblablement un aménagement qui faciliterait l'échange, la rencontre, qui permettrait de débattre, de comparer, d'argumenter. C'est un environnement modulaire qui serait conçu pour une reconfiguration instantanée de l'espace de travail. C'est aussi un lieu où il serait possible d'utiliser les technologies sans problème, qui offrirait un accès Internet sans fil, rapide et performant, et où l'on encouragerait les élèves à apporter leur propre appareil mobile. Pour répondre aux exigences de la société du savoir, l'école doit d'abord donner les moyens à l'élève de trouver, organiser, évaluer et utiliser l'information. L'objectif est de favoriser la collaboration, le partage, la construction des savoirs et une intégration durable des connaissances. Pour renforcer le rôle actif de l'élève, ce dernier doit apprendre à apprendre et se concentrer sur les stratégies à employer afin de consolider les apprentissages et les rendre plus signifiants. L'école devrait aussi valoriser la curiosité, la créativité, l'expérimentation et l'innovation, notamment en décloisonnant la classe. Il faut donner aux élèves les outils de réinventer leur monde en pensant différemment. L'exploitation des outils du web en tant que support pédagogique constitue un exemple de processus créatif, actif, ancré dans la réalité. De même que la gamification de l'enseignement permet de valoriser l'expérimentation. De ce fait, lorsque l'élève est motivé et s'amuse, l'apprentissage se fait avec plaisir et devient plus efficace. Par ailleurs, au lieu de considérer l'éthique comme un simple gadget, l'école doit prendre conscience de leur puissance en tant qu'outil pédagogique. Les nouvelles technologies ne sont pas une finalité en soi, mais une passerelle qui facilite la rétroaction, le développement de communautés d'apprenants et la mise en place d'activités ludiques pour l'apprentissage. Ainsi, à l'ère de la communication mondialisée, il faut tendre vers la collaboration sur toutes ses formes, et ce, tout au long du processus d'apprentissage. Les élèves peuvent désormais travailler à plusieurs, en temps réel, partout dans le monde. La technologie permet la co-construction et l'évaluation aussi bien par l'enseignant que par les pairs. En somme, pour préparer nos apprenants aux réalités encore inconnues de demain,
L'école doit mettre en place des dispositifs multimodaux, hybrides et ouverts tout en ouvrant les portes de l'auto-formation et en se préoccupant de l'acte d'apprendre. Je vous laisse à la fin de cette séquence regarder la vidéo qui suit. Eh bien, je crois, mesdames, messieurs, chers amis, qu'une nouvelle forme scolaire se cherche aujourd'hui et que le numérique, pour lequel vous travaillez et avec lequel vous travaillez, peut contribuer à son invention. Alors la classe inversée n'est pas apparue avec le numérique. Moi j'ai pratiqué la classe inversée en tant qu'élève puisque mon professeur de français me donnait des textes à lire à la maison et on travaillait dessus en classe. Je crois que c'est un progrès considérable parce qu'on travaille en classe, on travaille vraiment en classe, il y a des échanges, de la reformulation, de la reconstruction des savoirs. Alors la difficulté quand même, c'est que c'est pas magique tout ça. En particulier, on n'est jamais complètement certain que tous les élèves savent bien comme il faut écouter, retenir ce qui est essentiel et arrivent en classe en ayant vraiment pris connaissance de ce qu'ils ont vu à l'extérieur ou de ce qu'ils ont vu en documentation. Donc il faut que le moment en classe soit aussi un moment de formation du regard, de formation de la mémorisation, de formation de la capacité à restituer ce que l'on a vu. On sait que certains élèves ne restent pas plus de 2-3 minutes devant une image avant de voir leur esprit s'évader ailleurs. Et évidemment, il faut les aider à se concentrer, apprendre à être attentifs, apprendre à inverser la dispersion dans laquelle nos élèves sont trop souvent. Sinon, la classe inversée est accaparée par quelques-uns, par ceux qui ont bien compris qu'il fallait regarder, comment il fallait regarder, qui savent profiter de ce qu'on leur a mis à disposition, et les autres restent à la traîne. Le numérique est un outil, comme un marteau. Et avec un marteau, on peut faire un meuble superbe, où on peut tuer son voisin, même si ce n'est pas fait pour ça. Je crois qu'effectivement, il faut être attentif à l'usage du numérique. Un certain nombre d'enfants, d'adolescents aujourd'hui découvrent des formes d'addiction à certains usages du numérique, Par exemple, le jeu électronique peut provoquer, on le sait, un certain nombre d'addictions. L'usage des réseaux sociaux peut pirater, parasiter le cours parce qu'on ne peut pas attendre la réponse au texto et que voilà. Et donc, on peut comprendre que dans certains endroits, certaines écoles se construisent en disant on prend le contre-pied de cette espèce d'hégémonie du numérique et on bannit le numérique. En même temps, je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que l'école apprenne à bien utiliser le numérique. C'est-à-dire apprenne à mûrir une réponse et non pas à répondre tout de suite à quelqu'un. Apprenne à ne répondre par texto que ce qu'on est capable d'assumer face à face avec la personne. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est complètement essentiel. Un courriel, on peut répondre à tous, à 80 personnes en disant « je vous emmerde », ou on peut faire une réponse élaborée aux 4 personnes concernées, qu'on met dans la case brouillon, qu'on relit le lendemain et qu'on envoie quand on l'a complètement terminé. Je pense que c'est cet usage-là, l'usage que j'appelle différé, qui est absolument essentiel et que l'école doit former. Donc moi je préfère une école qui forme au bon usage du numérique qu'une école qui bannit le numérique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance pour la suite.